So, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre deuxième soirée de la semaine mettant en honneur le grand fleuve Mississippi. Plusieurs parmi vous ont assisté à la conférence de mardi soir, avant-hier, avec Hervé Nicolas, qui a exposé avec beaucoup de sobriété des défis environnementaux qui guettent ce territoire et s'appuyant sur des métadatas scientifiques. Ce soir, nous vous invitons à découvrir ce fleuve qui est l'artère des États-Unis de beaucoup plus proche, en naviguant sur ses eaux et en découvrant ses riverains, avec la projection tout à l'heure d'un très beau documentaire, River to the Heart, réalisé en 2017, présenté au Festival international de films à Saint-Louis et primé comme meilleur documentaire aux Ozark Foothills Film Fest en 2018. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir le réalisateur ici présent avec nous, Eddie Harris. Eddie Harris, qui n'est pas simplement mississippien et réalisateur, mais aussi écrivain, que j'espère que beaucoup parmi vous avez pu découvrir déjà dans la séance dédicace un peu dans notre bibliothèque. Je tiens à assurer ceux parmi vous qui n'ont pas pu faire dédicacer le livre qu'il y aura un petit moment à la fin du film. Mais le film est 1h43 et on voulait être sûr que vous avez eu l'occasion avant. Donc, il y a une autre occasion, mais comme le temps est un peu court, on va garder le temps d'échange et de dédicace additionnelle pour après le film. Voilà, donc nous voici Eddie Harris. On sait maintenant que vous êtes écrivain et réalisateur, mais peut-être une petite introduction supplémentaire s'impose quand même, car vous avez mené beaucoup de projets dans votre vie, toujours avec le même engagement et la même intelligence. Président de festivals de films et de musique, écrivain en résidence en France et aux États-Unis, grande blagueur, j'insiste aussi, parce que je ne sais pas toujours qu'est-ce qui m'attend dans les interviews. Donc, né à Indianapolis, Indiana, vous avez grandi à St. Louis, Missouri, où très jeune, le Mississippi fait partie de votre ADN. Vous êtes diplômé du prestigieux Stanford University en Californie, auteur de 8 livres, 4 publiés aux États-Unis en anglais, dont 2 étaient traduites aussi en français, et ensuite 4 qui ont été publiés uniquement en traduction en français. Le fruit peut-être du fait que vous êtes installé en France depuis un certain nombre d'années, je ne dirais pas combien, et que vous avez trouvé un éditeur qui a reconnu votre talent et que vous méritez à être publié, Liane Levy. Donc, vous êtes en quelque sorte inclassable. La seule chose certaine, c'est que nous pourrions dire de vos livres, c'est qu'ils ne sont pas des livres de fiction proprement dit, même s'ils font appel à l'imagination. Un critique vous a décrit comme un écrivain de creative non-fiction. Vous écrivez souvent sur vos voyages, sur le Mississippi, en Afrique, dans le sud profond des États-Unis, au sein de Harlem, à New York, à Paris. Mais en même temps, vos livres ne sont pas de simples livres de voyage. Ce sont des mémoires, des récits philosophiques nés de rencontres, même je dirais des journaux intimes qui se suivent. Il y a un fil quand même, un fil conducteur qui les lie et c'est la question d'identité, le vôtre en tant que noir américain et celui d'une nation, les États-Unis d'Amérique. Votre dernier livre, Confessions américaines, publié juste avant les dernières élections américaines, en effet, passe en revue vos écrits depuis 1988 et exprime une certaine, je dirais, frustration. Car vous avez depuis longue date exposé avec une clairvoyance rarement vue les racines profondes des divisions qui ne cessent de croître aux États-Unis
et les multiples occasions ratées pour prendre un virage vers la réconciliation et le rassemblement des Américains. Vous dites que nous avons manqué de comprendre que la question n'est pas autant si les minorités aux États-Unis et notamment les Noirs américains sont reconnus comme égaux, même si c'est un sujet, mais plutôt si nous allons accepter le diktat d'une petite oligarchie sur la question de qui a le droit d'être considéré américain à part entière. Je fais un raccourci parce que certainement il y a une complexité qui s'introduit. Alors, une des plus récentes de ces occasions ratées que vous décrivez dans votre livre se passe au moment où le président Obama est élu en 2008, quand le candidat républicain prononce son discours de concession. Pourriez-vous peut-être nous lire cet extrait de votre livre et ensuite le commenter? Je peux le lire, mais commenter, je ne suis pas certain. Le soir du 4 septembre 2008, le sénateur John McCain de l'Arizona, qui venait de perdre l'élection présidentielle, a manqué l'occasion de nous rapprocher de la lumière au bout du tunnel et de faire avancer les choses. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un grand jour pour les Noirs aux États-Unis, ce qui, bien entendu, était vrai. Mais, étant donné le passé, étant donné toutes les sorties de route avant cette embardée vers l'avant, il aurait mieux faire de dire qu'il s'agissait d'un grand jour pour tout le pays, pour tous ces hommes, ces femmes et ces enfants, même pour les gens qui avaient voté contre Obama. Il aurait fallu que quelqu'un le reconnaisse et en prenne acte. Cela aurait pu être un moment de réconciliation, d'apaisement, de réflexion. 12% seulement d'une population ne suffit pas pour élire un président. Le courage a manqué. L'enjeu était trop grand. Il aurait peut-être fallu calmer certaines divisions, préparer le terrain pour que McCain reconnaisse que nous étions tous dans le même bateau. Qu'un grand jour pour certains et un grand jour pour tous. Au lieu de quoi, son discours nous a maintenus sur le tracé que nous suivions depuis tellement longtemps. Encore une occasion manquée, mais notre pays est coutumier du fait. McCain est la raison pour laquelle il nous a fallu Trump plus tard. Alors, je pense que nous avons raté quelque chose de grandiose à ce moment-là où McCain aurait pu dire... Il y avait un moment dans la campagne où quelqu'un a accusé, c'est un mot un peu absurde, qui a accusé Obama d'être musulman. McCain a refuté cette accusation ou cette notion en disant que non, et bizarrement, il a utilisé des mots qui, pour moi, étaient bizarres aussi. Il a dit que non, il était un homme honorable et brave. Et je pense que les gens, ils ne voient pas dans l'avenir, ils voient rarement dans le passé. Il aurait pu dire que non, il n'est pas musulman, il est chrétien. Et même si il était musulman, qu'est-ce que ça change? Rien. Il est juste un homme comme tous les autres aux États-Unis. Et quand il a fait son discours de concession après les élections, il aurait pu essayer de rassembler les gens qui ont voté pour lui, pour McCain, mais en fait, il a fait encore une division entre les Noirs et les Blancs, comme si c'était une élection gagnée par les Noirs et pas par tout le monde. Il a refusé de voir toute cette histoire que nous avons eue aux États-Unis, cette histoire raciste, racialiste, qui a créé une grande division entre les peuples, surtout entre les Noirs et les Blancs. Au lieu de faire une certaine réconciliation, il a gardé la division. Et si je pose la question,
quel pourcentage des États-Unis, de la population états-unisienne est noire? Vous direz quoi? Oui, 12 parce que tu as entendu que j'ai dit 12. La plupart des temps, de temps, quand je pose cette question, il y a 30% ou 40% ou même plus. Tellement la présence des Noirs est importante, on ne voit pas que c'est une grosse minorité dans les États-Unis. Mais même avec cette minorité, on a élu un président noir, qui veut dire qu'il y avait beaucoup de Blancs, beaucoup d'Hispaniques, beaucoup d'hommes, femmes qui ont voté pour cette personne. Au McCain, dans cette nuit-là, il aurait pu faire quelque chose pour rassembler toute cette population, pour reconnaître un passé difficile, qui nous a menés à ce point où on a été capable d'ouvrir la porte pour un autre avenir, d'élire un président noir. Merci, Eddie. Je pense qu'on pourrait... je vais sauter ma deuxième question parce qu'il y aura un petit moment pour échanger à la fin du film. Mais le but de cette soirée... En fait, Eddie a été invité avant même qu'il publie Confession américaine. Donc, c'était un rajout à cette soirée. Et cette soirée était vraiment destinée à poursuivre notre programmation sur l'environnement et sur le Mississippi en particulier cette semaine. Donc, je vais maintenant juste vous demander, on va revenir au film ce soir. River of the Heart, qui sera projeté... River to the Heart. Ah, pardon, excuse me. River to the Heart. Je l'ai mal écrit ici, excusez-moi. Je vais vous demander maintenant, parce que l'audience ne l'a pas encore vu, donc c'était produit, réalisé en 2017. Vous êtes parti à la rencontre de la rivière, des riverains, et quelque part, c'était au début un voyage initiatique. Après, il y avait un deuxième voyage, en fait, c'est le sujet du film, un voyage qui s'est passé 30 ans après. Donc, 2 fois, vous avez parcouru depuis la source jusqu'à Nouvelle-Orléans, le Mississippi, presque 4000 kilomètres à chaque fois, seul, en canoë. Pourriez-vous maintenant, sans trop de spoilers, nous raconter ce que le film est pour vous aujourd'hui? Une inspiration, un mémoire, un message, tout ça à la fois? Et 8 ans après, prendrez-vous toujours la même approche si c'était à refaire? Oui, c'est un mémoire, c'est un récit, c'est beaucoup de choses. En fait, la raison que j'ai fait le deuxième voyage, au contraire au premier voyage, le premier voyage, c'était me découvrir. J'étais dans une période difficile dans ma vie et je voulais découvrir qui j'étais. Deuxième voyage, avec Trump sur l'horizon, Obama dans la Maison-Blanche, je voulais découvrir qui était le pays que j'avais quitté il y a très longtemps. Donc, ce n'était pas en fait pour rencontrer, la première fois, c'était rencontrer le Mississippi, le fleuve, et moi-même. Deuxième, c'était de revisiter un vieil ami, le Mississippi, mais aussi de rencontrer le pays, de mieux comprendre le pays d'une façon différente pour voir en fait si le pays, en votant Obama, est-ce que le pays a changé? Est-ce que c'était une ouverture à un nouveau monde, un nouvel avenir? Ou est-ce que, comme souvent, on fait un pas en avant et 2 pas en arrière? Je voulais voir dans cette tranche de pays qu'on appelle maintenant Trump Country, si les gens qui étaient prédisposés de voter républicain, de ce parti est très républicain, comment il allait me voir en tant que noir, seul, dans un canoë, vulnérable, exposé? Est-ce que j'aurais retrouvé le même accueil que j'ai eu
dans le premier voyage ou est-ce que le pays a changé pour le bon ou pour le mal? Et ça, c'était la raison pour faire le voyage, pour découvrir le pays, de voir ce qui a changé pendant mon absence et aussi pendant les 8 ans d'Obama. Et merci. Et maintenant, on ne va pas plus dire plus sur le film. Juste Le film est magnifique. Le film, c'est lyrique, c'est magnifique. Il est très beau. Voilà. Et si vous vous endormez, je serai déçu. Voilà. Bon, je pense qu'on va passer au film tout de suite et on continuera la discussion après le film. Ok. D'accord. Bah, bonne projection et j'espère que vous allez profiter du film. Bonne soirée.